Je vous propose qu'on continue, qu'on enchaîne sur la présentation de Auguste. Merci, merci, bonjour à tous, à toutes. Mon titre, il est là. Il est là, pareil comme mon nom. Et comme évoqué Michel tout à l'heure, ce nom, il est d'origine de Madagascar. Alors, je suis un enseignant à l'ENSAIA, c'est une école d'ingénieurs d'agronomie industrie alimentaire, et chercheur à l'ERPI, équipe de recherche sur les processus innovatifs. Alors, j'ai croisé le chemin de l'analyse de la valeur avec Jean-Pierre quand j'étais doctorant, il y a une vingtaine d'années, euh, 2000, 2003. Et puis, j'ai donné des formations certifiantes pour les étudiants depuis une dizaine d'années. Alors, c'est un grand plaisir de présenter aujourd'hui, contribuer à cette célébration du 45e anniversaire de la FAV. Alors, moi, je vais parler succinctement de ce que c'est le système agricole et agroalimentaire. Je travaillais habituellement sur les systèmes de santé, mais j'enseigne en agronomie et actuellement, à travers les projets que je vais vous montrer, ben, je me suis investigué dans ce domaine qui est vaste et complexe. Bon, en gros, l'agronomie, c'est tout ce qui est production végétale et animale. Et puis l'agroalimentaire, ce qui fait référence à la transformation dans les usines. Et puis, il y a des concepts nouveaux qu'on entend aujourd'hui, souveraineté alimentaire, transition alimentaire, innovation filière, etc., que je vais mettre un peu le point sur ces concepts. Et puis après, j'en parlerai des projets qui sont en cours. Et je vais revenir sur l'approche valeur, l'analyse de la valeur. C'est comment on pouvait l'appliquer et à quoi ça peut servir. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est très large, c'est très complexe et puis ça nécessite une approche systémique. Ça a été évoqué tout à l'heure, approche hostilique. Après, l'analyse de la valeur, c'est justement ça. Donc, c'est le fait de dire l'analyse de la valeur, ça sert surtout pour aborder au mieux cette globalité, cette complexité. Mais cette méthode, je trouve qu'elle est peu connue, elle est peu utilisée en agronomie, en industrie alimentaire, contrairement à d'autres secteurs, par exemple, dans les secteurs de la mécanique, par exemple. Et donc, les questionnements principaux, j'essaie de répondre aujourd'hui, c'est comment répondre aux défis sociétaux, environnementaux, santé publique actuels. Est-ce que c'est possible, même si cette méthode n'est pas très connue dans ce secteur agroalimentaire, de les utiliser et quels sont les apports potentiels? Alors, le souveraineté alimentaire, on entend depuis de plus en plus quand il y avait le Covid. Mais pas seulement là, c'est que avec les tensions aujourd'hui géopolitiques, les changements climatiques qu'on avait évoqué tout à l'heure, la fluctuation des marchés mondiaux, l'épuisement des ressources, ben, au niveau politique, on en parle. Et puis, en gros, moi, je le synthétise en disant il faut assurer un accès équitable à une alimentation suffisante, saine, nutritive pour tous. Et là, on rejoint avec le concept qui est déjà ancien, on entend sur la sécurité alimentaire. Alors, il y a quelques pistes déjà qui sont déjà évoquées. Favoriser la production alimentaire locale, optimiser l'utilisation des ressources naturelles, promouvoir la diversité des cultures locales et puis concevoir des systèmes alimentaires qui est durable, qui est résilient face à ces changements aujourd'hui et adapté aux besoins spécifiques de chaque territoire et protéger les agriculteurs locaux et augmenter leur productivité. La transition alimentaire, ça se révèle plutôt à des changements. N'oublions pas que ce n'est pas seulement des changements sur les habitudes de consommation, ni seulement sur les aliments, mais il faut que ça change à partir de la production, la transformation, la distribution. Et moi, je parle de cela, j'appelle la supply chain alimentaire ou la chaîne alimentaire.
Et l'objectif, c'est de viser vers une chaîne alimentaire plus axée sur la durabilité, sur l'éthique, sur la santé, sur la diversité des pratiques, la diversité des aliments. On entend tous le fait de dire, ça sera bien qu'on mange plus de 5 légumes et 5 fruits, hein, tous les jours. Je ne sais pas si qui arrive à faire ça, et puis des aliments donc plus variés, plus sains et de qualité. Et puis, je parle des filières innovantes en agronomie, industrie alimentaire, agroalimentaire. Et pour moi, les filières, c'est ça. C'est à partir d'une variété, à partir des semences jusqu'au consommateur, il y a toutes les étapes. Toutes les étapes, et cette étape-là, jusqu'à aujourd'hui aussi, une notion, ce qu'on appelle la biovalorisation, qui peuvent aussi impliquer, utiliser pour toutes les étapes. Et là aussi, ce qu'on peut constater aussi, c'est que sans industrie alimentaire, il n'y aura pas d'agriculture. Et sans agriculture, il n'y aura pas d'industrie alimentaire. Et donc, ces deux grandes activités, ben, il faut qu'ils soient résilientes, durables et pouvoir cohabiter. Et puis, juste pour la place de l'innovation, c'est si on veut faire de la souveraineté alimentaire, aller vers la transition, il faut innover. Innover, ça, c'était parlé. Et puis, en fait, c'est deux concepts qui s'influencent mutuellement. C'est-à-dire, si on veut aller vers la souveraineté alimentaire, il faut passer par la transition alimentaire. Et si on arrive à réussir cette transition, bon, on va avoir la souveraineté alimentaire. Et le clé, c'est l'innovation. Alors, les projets, je suis très ravi et remercie des exposés tout à l'heure parce que sans eau, sans analyse, sans énergie, il n'existe pas d'agriculture. Et nous, on a eu, donc, il y a ce projet concerné le terrain Sanché. Sanché, c'est à 8 km d'Épinal et de Goulbet, de Grandville dans les Vosges. Et il y a, ça a été évoqué tout à l'heure, le lac de Gérardmer, peut-être que vous connaissez plus, mais il y a aussi à Sanché, c'est près, le lac de Bouzet. Et alors, donc, c'est le terrain d'investigation, c'est un terrain à environ 3 hectares et demi, avec une présence d'étangs. Et puis des zones humides, avec déjà des sources d'eau captées. Donc, il n'existe pas de problème d'eau. Et ce sont des eaux, mais il suffit de creuser par exemple 50 cm, il y a de l'eau. Et avant 2022, donc c'est la pêche, c'est le camping, c'est la récupération de foin. Il y a quelques abruptés dans ce terrain que vous voyez là. Et avec une association qui était active depuis 2002, il y a 20 ans. Mais nous, on était, dont je suis le président actuel, ce qui facilitait donc d'impulser aussi le projet. Par un hasard des choses, on est parti dans l'agriculture et l'agroalimentaire à petite échelle au niveau d'un territoire. Et alors, il y a des investigations depuis juin 2022 où c'était un hasard. Un hasard où il y avait un étudiant sénégalais qui est dans le diplôme de MSCAL, qui ne trouvait pas de stage. Le stage de fin de deuxième année. Et donc, j'arrivais à convaincre les membres du bureau de l'association de l'accueillir au niveau de cette zone de 3 hectares et demi. Au départ, cette zone était, l'idée plutôt de l'association, c'est de mettre un projet santé, c'est-à-dire une maison d'accueil, de soins des personnes âgées. Mais après, on se dit, ben, pourquoi pas? L'innovation, quelquefois aussi, ça vient de là. Et après, il y a un projet qui était poursuivi, en particulier le travail de Rassoul, avec un projet première année à l'ENSAIA. Il y a un projet d'ANR qui est, j'ai mis un petit mot tout à l'heure, il y a un premier étudiant que nous avons accueilli et puis un deuxième étudiant qui est parmi l'étudiant actuel, qui va travailler aussi dans ce terrain d'accueil. Et puis, il y a des expérimentations qui ont été faites pendant
pendant le mois de mai jusqu'au mois d'octobre de cette année. Alors, je vais présenter quelques slides des présentations finaux des projets des étudiants. Alors, donc là, c'était Rassoul, il a travaillé de façon globale. Il a travaillé, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau territorial pour renforcer, pour optimiser les ressources existantes. Parce que les ressources, vous voyez bien, ben, quand il est venu, c'était essentiellement des loisirs et pour les femmes, alors qu'il a de l'eau. Il avait une expertise des formations initiales, Rassoul, sur le génie rural et en particulier sur les irrigations. Alors, ce qui a été, ce qui a été fait, c'est l'analyse du sol, les prélèvements du sol, les plans d'aménagement de l'espace avec les parcellisations, les réseaux, les simulations des réseaux d'irrigation à partir des zones humides, à partir de l'étang, et puis la disposition photovoltaïque, on s'oriente vers ça. Et puis vos interventions me rassurent. Me rassurent que finalement, on peut vraiment utiliser ce dispositif. Et puis, à la suite de son travail, les choses innovantes qui étaient donc évoquées, c'est aquaculture. Il y a de l'eau. Et en utilisant l'aquaculture, on optimise donc les ressources en eau. Et la pisciculture, dans un double objectif. La pisciculture, c'est que l'eau est destinée à l'irrigation des parcelles. Et en plus, les excréments des poissons, comme dans le cadre de l'aquaponie qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, ça peut servir des engrais verts, si vous voulez, pour les parcelles. Et puis des cultures spécifiques qui peuvent être des filières oubliées, des filières anciennes, des filières qui sont en déclin et des filières des plantes exotiques. Et dès qu'on parlait des filières oubliées, on avait tout de suite l'orientation de l'idée sur les cressons. Les cressons, les personnes à partir de 60 ans, etc., ils sont des bons souvenirs d'avoir cherché des cressons et avoir fait des salades avec ces cressons. Alors, les cressons, c'était donc les sujets d'études, les thèmes d'études pour les étudiants, des groupes d'étudiants de première année. Alors, juste les cressons, je pense que si vous avez déjà vu les cressons en magasin, quelquefois on retrouve en botte ou quelquefois on retrouve aussi en barquette. Malgré ses propriétés gustatives, les goûts, ils sont très bons, des vertus nutritionnelles, et puis même au niveau de la santé, à ce jour, il n'est pas, c'est mal connu, c'est peu connu, et puis c'est en déclin en France. Il y a encore quelques endroits où il y a des cressons. Alors, quelques extraits de leurs résultats. Donc, il y a l'itinéraire technique des cressons, ce qui prouve que le cresson, il a besoin d'eau. Deuxièmement, ça pousse bien l'hiver. Et on récolte même pendant l'hiver. Les cressons tout au long de l'hiver. Le seul moment où ça se repose, c'est entre un petit moment, le juillet jusqu'à septembre, où ça se repose, on prépare la saison suivante. Et après, il y a eu donc l'analyse de l'eau, l'analyse physico-chimique, l'analyse microbiologique et l'aménagement des parcelles. Et on a bien vu que par rapport à la pente, il faut avoir une pente à peu près de 20 degrés. C'est tout à fait faisable. Alors, donc voilà, donc ce qui n'est pas encore fait, c'est que ça nécessite un plan d'expérimentation. D'abord, il faut commencer par une petite parcelle pour voir déjà plus grand, pour étendre au niveau d'une grande partie de la parcelle si on va s'orienter vers le crescent. Et puis, des études de marché qui ont prouvé bien que dans les zones, il existe beaucoup de distributeurs. Si on va aller vers des distributeurs ou aussi, il y a aussi des consommateurs, des personnes qui peuvent être intéressées par les crescents.
les retours des cressons dans le Vosges, à la Lorraine. Et puis, il y a, je retourne en arrière, il ne veut pas. Alors, c'est un projet, après le projet ANR. Donc, l'ANR, à Biovalor, où il y avait donc la suite aussi du projet, parce que nous, on voulait mettre en place en même temps la culture et la transformation. Et le but, c'est de faire une micro-transformation, parce que nous, on est dans la logique de partage, aussi de dire une grande usine, une grande exploitation, ben, nous, on ne peut pas transposer ça, partager, par exemple, à l'Afrique. Une micro-transformation, ben, nous, on peut partager à l'Afrique, parce que nous, on travaillait beaucoup l'association avec l'Afrique auparavant. Alors, donc, il y a Biovalor, ça concerne donc l'ananas, le riz, quelques avec le Bénin. Et puis, Aurel, il a travaillé donc sur la mise en place. Il existe une micro-transformation qu'on a mis en place. Et Aurel était venu ben, pour optimiser cette micro-transformation. Et donc, on a utilisé la méthode des génies industriels, c'est-à-dire on modélise le processus. On a utilisé après, en plus, de la HACCP, qui est classique quand on est dans les aliments, l'AMDEC pour le processus, et puis on a travaillé sur la simulation. On a travaillé sur la simulation, donc la simulation, c'est ça donc la réalité qui est transformée par rapport à la simulation. Et quand on a utilisé, lancé la simulation, on trouvait que dans l'espace actuel, dans un local de l'association, il y a un problème d'espace de stockage. Donc, on ne peut pas travailler avec ce local. Et donc, il faut ramener, donc mettre en place l'unité de micro-transformation ailleurs, avec un espace plus grand. Et après, là, je vais vous donner merci, quelques résultats de la culture, parce qu'après, on a passé sur des expériences de culture. Donc, je pense que, je ne sais pas si vous vous retrouvez, vous allez peut-être vous retrouver sur le maïs. Mais l'expérience, c'était un maïs qui a sans engrais chimique, hein, qui faisait 2,50 m, 3 mètres de hauteur. Il y avait, on fait les patates douces, peut-être, vous connaissez les patates douces, mais le reste, voilà, c'est des plantes. Les cressons, le cresson de fontaine qu'il faut dans l'eau, nous, on n'a pas pu le faire parce que l'aménagement des parcelles, ce n'est pas avancé encore. Mais par contre, il y a des cressons qui poussent sur terre et qui sont bien réussis. Et puis là, il y a du riz qui poussait également sur terre. Et que le travail dans le projet de Biovalor, le Prince, cette année, il va travailler sur le riz, et puis voir est-ce qu'on peut faire pousser du riz dans les Vosges. Voilà l'innovation. Et là, c'est le local qui est en construction aujourd'hui pour agrandir l'espace de micro-transformation. Donc après, c'est là où on est revenu vers l'analyse de la valeur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs projets. Il y a plusieurs projets. Au niveau de la culture, nous, on a répondu à la question de dire est-ce que ça pousse? Ça pousse bien. Donc, c'est déjà un défi qui était réalisé, malgré le froid et malgré la canicule. Malgré la canicule, on n'a pas de problème d'eau. On optimise l'utilisation de l'eau au niveau de la zone. Et puis, pour enrichir les idées d'innovation qu'on a évoquées, qu'on a eu dans la tête, et puis il y a plusieurs projets. Et puis comment aujourd'hui, parce qu'on va aller voir les différentes parties prenantes,
on ne peut pas faire un projet tout seul, il faut toutes les parties prenantes qui s'interagissent. Et donc, comment communiquer? Parce que ce projet, c'est un projet, ce n'est pas plusieurs projets. Tel que j'ai présenté tout à l'heure, c'est plusieurs projets éclatés. Et là, à ce moment-là, il faut maintenant trouver que c'est un projet dans l'ensemble. Et là, je remercie les étudiants de MSCAL qui avaient d'abord, on est allé d'abord utiliser une analyse fonctionnelle pour pouvoir déjà aller plus loin, approfondir les idées, les différentes idées d'innovation, et d'aller sur des choix de scénarios idéaux. Voilà. Donc, il y a un groupe qui travaillait sur une unité mobile de transformation dans les Vosges parce qu'on va avoir notre unité micro-transformation, mais pourquoi pas ne pas le partager avec les particuliers ou avec les agriculteurs environnants. Il y a un système filière innovanterie que j'ai évoqué tout à l'heure. Quand on fait faire la microtransformation, il y a des laboratoires microbiologiques, chimiques, physico-chimiques qui doivent être associés avec, on avait écouté tout à l'heure, et puis bon, on a l'idée de dire pourquoi pas ne pas partager non plus cette notion-là, mais le SAMU environnement tout à l'heure, votre présentation me donne beaucoup d'optimisme et de collaboration sur cette idée-là parce que nous, on n'a pas, on a trouvé des idées, mais on se positionne toujours la question est-ce que c'est possible ou pas? Et puis finalement, comme c'est une petite exploitation, mais nous s'orientons plutôt déjà, on a pu déjà donner des opportunités pour des terrains de stage, terrains de projet pour des étudiants. Pourquoi on ne va pas s'orienter vers des centres d'expérimentation pédagogique, et recherche pour les institutions de formation. Et après, voilà, là, c'est tout le beau. Maintenant, nous, on se dit, si on veut communiquer, ce bout-là, ça n'ira pas. Donc, avec l'analyse fonctionnelle, on a une analyse fonctionnelle où vous voyez tous les interacteurs, tous les milieux extérieurs qui s'interagissent avec les fonctions de service que les futurs utilisateurs, qu'on devrait satisfaire pour les différents futurs utilisateurs. Et nous, avec les étudiants, parce que moi j'ai travaillé particulièrement avec le groupe d'étudiants sur ces fonctions, nous on a rajouté une petite touche sur les cartes mentales. Je ne sais pas si est-ce qu'on peut arriver à ouvrir la carte mentale, le lien, s'il te plaît, Bart. Alors, juste à la carte mentale, c'est-à-dire que à partir des milieux extérieurs, nous, on demandait, on travaillait de dire, au lieu de faire la caractérisation des milieux extérieurs quand on fait l'analyse fonctionnelle, travaillez-vous sur la carte mentale. Et la carte mentale, on prend chaque milieu extérieur et avec les cartes mentales, on va vraiment en détail pour chaque milieu extérieur. Et l'expérience que j'ai eue quand j'enseigne l'analyse de la valeur, les problématiques, surtout les étudiants, quand vous arrivez dans la caractérisation des fonctions. Quand vous allez chercher les critères, les indicateurs, les niveaux, les flexibilités. Et la carte mentale, c'était une aide très appréciable pour trouver facilement les idées d'indicateurs, des critères, les niveaux, la flexibilité. Pour, voilà, par exemple, l'extrait qui était facile pour nous de chercher, de faire la caractérisation des fonctions. Voilà, donc je m'arrête là. Merci de votre attention et puis je suis disponible aux échanges, aux questions. En tout cas, je te confirme sur la dimension caractérisation et écriture des fonctions, effectivement, de passer par une étape. Alors moi, je fais plutôt thématique de critères. C'est-à-dire, jetez ce qui vous vient à l'esprit et ensuite on triera et on le mettra potentiellement au bon niveau. Ça va peut-être devenir une fonction, ça va peut-être devenir plutôt une thématique de critères. Voilà, c'est arriver à trier un petit peu ce niveau de détail. Mais je pense qu'avec les cartes mentales, c'est-à-dire si tu le fais en brainstorming, tu peux le structurer en carte mentale et ça aide, je trouve. C'est vrai que
au niveau de l'analyse fonctionnelle, bon, l'outil est riche, mais il est un peu difficile. J'avais montré tous les mots-clés. Donc, les utilisations, je veux dire, un peu pirates par rapport à la norme, est bienvenue, moi, je trouve. Hein, c'est celle où on va trouver les choses. Il faut laisser les gens s'exprimer et la méthode doit être là pour intégrer, retransmettre, coordonner, intégrer les représentations de l'ensemble des gens. Donc la méthode, elle est au service du projet, des personnes, quoi. Et c'est pas la contrainte. Hein. Après qu'il y ait des référents méthodes, bon, ça permettra de dire, attendez, on déborde quand même un petit peu trop, ou il y a encore ça qui peut venir. Hein. Donc c'est à utiliser, quoi.